Dans le monde des vivants, peu de lieux sont aussi empreints de silence et de mystère que les cimetières. Ces vastes étendues de pierre et de verdure, où le temps semble suspendu, sont les gardiens ultimes des histoires inachevées et des souvenirs oubliés. Et au cœur de ces sanctuaires de l'éternité veillent des figures solitaires, les gardiens de cimetières. Ce sont eux qui, jour après jour, entretiennent les allées, soignent les tombes et surtout observent. Ils sont les dépositaires de secrets que le commun des mortels ne soupçonnerait jamais, des récits que le marbre froid ne peut contenir, mais que le vent chuchote parfois à ceux qui savent écouter. Parmi ces sentinelles de l'ombre, deux âmes distinctes se croisaient quotidiennement dans l'enceinte du vieux cimetière de Saint-Rémy. Il y avait Émile, le vétéran. Ses mains étaient noueuses, son visage buriné par des décennies passées à contempler la finitude humaine. Il avait l'air cynique, ses yeux d'un bleu délavé, ayant vu trop de larmes et de départs. Pourtant, derrière cette carapace d'indifférence feinte, se cachait un homme profondément marqué par son travail, un homme qui portait le poids invisible de milliers de destins. Chaque nom gravé sur une pierre semblait résonner en lui, un écho lointain de vie passée. Émile connaissait chaque recoin du cimetière, chaque arbre centenaire, chaque pierre tombale fissurée. Il était l'incarnation même de ce lieu, un livre ouvert sur l'histoire des âmes qui y reposaient. À ses côtés, ou plutôt sillonnant les allées avec une énergie nouvelle, se trouvait Clara. Jeune recrue, elle apportait avec elle une aura d'idéalisme et une curiosité insatiable. Ses cheveux roux flamboyants contrastaient avec la pâleur des monuments, et ses yeux verts, vifs et interrogateurs, cherchaient un sens là où d'autres ne voyaient que le vide. Clara n'était pas là par hasard. Une perte personnelle récente l'avait poussée vers ce lieu de repos, espérant y trouver une forme de paix, ou du moins une compréhension de ce qu'il advient après. Elle voyait le cimetière non pas comme un endroit de tristesse, mais comme une bibliothèque silencieuse, chaque tombe étant un volume attendant d'être ouvert. Le cimetière de Saint-Rémy était un personnage à part entière. Ses murs de pierre anciens, recouverts de lierre, semblaient respirer les siècles passés. Des mausolées imposants côtoyaient de simples stèles, racontant des histoires de fortune oubliées et de vie modeste. L'atmosphère y était unique, un mélange étrange de sérénité et de mélancolie. Les bruits de la ville s'estompaient à ses portes, remplacés par le bruissement des feuilles, le chant lointain des oiseaux et le murmure presque audible du vent entre les pierres. À la tombée du jour, les ombres s'allongeaient, transformant les statues en sentinelles fantomatiques, et l'air se chargeait d'une solennité presque palpable. C'était un lieu où les mystères semblaient s'épaissir avec le crépuscule, et où chaque pierre semblait retenir un secret. La routine quotidienne des gardiens était immuable, rythmée par le soleil et les saisons. Émile et Clara passaient leur journée à entretenir les tombes, coupant l'herbe folle, nettoyant la mousse envahissante et replaçant les fleurs fanées. Ils guidaient les rares visiteurs égarés, leur indiquant le chemin vers une sépulture spécifique ou répondant à leurs questions avec une patience infinie. Mais au-delà de ces tâches évidentes, leur véritable travail était d'observer. Observer les visiteurs, leurs gestes, leurs larmes, leurs offrandes. Observer les changements subtils dans le paysage, les oiseaux qui nichaient, les fleurs qui poussaient. Et parfois, observer l'inexplicable. C'est ainsi que commença l'événement étrange qui allait bouleverser leur routine. D'abord, ce furent des petits riens, à peine perceptibles. Un bouton de manchette disparu d'une tombe ornée, une petite figurine d'ange envolée d'une sépulture d'enfant. Puis, les disparitions devinrent plus fréquentes, plus ciblées. Une broche en argent, un vieux médaillon, une lettre fanée glissée sous une pierre. Toujours des objets de petite taille, sans grande valeur marchande apparente, mais d'une valeur sentimentale inestimable pour les familles endeuillées. Émile, avec son expérience, avait d'abord pensé à des actes de vandalisme isolés ou à des visiteurs indélicats. Mais la nature des objets,
Leur caractère intime et la régularité des disparitions le firent douter. Il n'y avait aucune trace d'effraction, aucune perturbation majeure. Les objets semblaient s'être évaporés, sans explication logique. Clara, elle, ressentait une fascination mêlée d'inquiétude. Pour elle, chaque disparition était une énigme, une question posée par l'invisible. Elle avait commencé à noter les tombes affectées, cherchant un motif, une connexion. Le cimetière, ce lieu de repos éternel, semblait soudainement s'animer d'une vie propre, une vie secrète, faite de murmures et de disparitions. Quel secret ce lieu sacré, gardien de tant de vies et de morts, cachait-il vraiment? Qui ou quoi pouvait s'intéresser à ces reliques du passé, dérobant discrètement les souvenirs de ceux qui ne sont plus? Le silence du cimetière semblait plus lourd qu'à l'ordinaire, chargé d'une tension nouvelle, d'une attente. Émile et Clara, chacun à leur manière, sentaient que quelque chose d'inhabituel se déroulait sous leurs yeux, un mystère qui allait bien au-delà de simples vols. Leur jour de gardien silencieux était sur le point d'être transformé en une quête de vérité, plongeant dans les profondeurs insoupçonnées des histoires du cimetière. Clara, l'esprit bouillonnant d'interrogation, ne pouvait se résoudre à l'idée de simples actes de vandalisme. Les disparitions, selon elle, résonnaient d'une intention plus profonde, presque mélancolique. Elle se tourna vers Émile, son regard exprimant à la fois une curiosité insatiable et une pointe d'anxiété. « Émile, ces objets, ce n'est pas du hasard, n'est-ce pas? Il doit y avoir une raison. Vous avez vu des choses similaires par le passé ?» Émile, appuyé contre une vieille pierre tombale noircie par le temps, soupira. Ses yeux plissés par des décennies de service scrutaient l'horizon lointain. Il avait toujours été réticent à partager les histoires les plus sombres du cimetière, celles qui se nichaient entre les légendes urbaines et les vérités inavouables. Mais la persistance de Clara, son innocence mêlée de détermination, commençait à ébranler sa carapace. Des choses similaires, petites. Le passé est rarement silencieux ici. Il murmure, il chuchote, et parfois, il hurle. Il se lança alors dans des récits fragmentés, des bribes d'histoires qu'il avait entendues ou vécues. Il parla d'un couple d'amants maudits, enterrés côte à côte, dont les roses plantées sur leur tombe fanaient toujours prématurément, quelles que soient les attentions. Il évoqua la légende d'un enfant qui revenait chercher son jouet préféré, laissé par erreur sur sa tombe, ou celle d'une femme dont les bijoux disparaissaient et réapparaissaient mystérieusement, comme si elle ne pouvait se résoudre à les abandonner. Ces histoires, racontées d'une voix grave et posée, n'expliquaient pas les disparitions actuelles, mais elles tissaient une atmosphère de mystère et d'interconnexion entre les vivants et les morts. Clara écoutait, fascinée, absorbant chaque mot. Elle imaginait Émile, jeune gardien, arpentant ces mêmes allées, le cœur peut-être moins endurci, le regard plus neuf face à l'étrange. Des flashbacks brefs, imaginés par Clara, montraient un Émile plus jeune, le visage marqué par l'étonnement ou une peur fugace, confronté à des événements inexpliqués qui avaient forgé son cynisme actuel. Il avait vu des ombres danser, des lumières vaciller sans vent, et des objets bouger d'eux-mêmes. Des phénomènes qu'il avait appris à accepter, à classer dans la catégorie des choses du cimetière, sans chercher à les rationaliser. Mais ces objets, Émile, ils sont tous liés à des tombes spécifiques, n'est-ce pas? Insista Clara. Émile hocha lentement la tête. C'est ce qui me trouble le plus. Il y a une logique, ou du moins une intention. J'ai vérifié. Toutes ces tombes appartiennent à des personnes décédées, dans des circonstances, disons, tragiques ou mystérieuses. Des accidents inexpliqués, des maladies foudroyantes, sans diagnostic clair, des disparitions soudaines avant que leur corps ne soit retrouvé. Clara et Émile commencèrent alors à examiner de plus près les tombes ciblées. Elles n'étaient pas les plus opulentes, ni les plus visitées. Mais chacune portait en elle une histoire de souffrance inachevée, de questions sans réponse.
Alors qu'ils inspectaient une tombe ancienne, dont la pierre était fissurée et envahie par le lierre, Clara remarqua une petite cavité, à peine visible. Poussée par une intuition, elle y glissa la main et en retira un objet enveloppé dans un morceau de tissu jauni. Un vieux journal intime. La couverture était usée, les pages gondolées par l'humidité et le temps, mais l'encre, bien que pâlie, restait lisible. Le journal appartenait à une femme nommée Élise, décédée des décennies auparavant. Sa tombe était l'une de celles qui avaient été ciblées, une petite broche en camée ayant disparu quelques jours auparavant. Clara, le cœur battant, commença à feuilleter les pages, l'odeur de vieux papier et de moisissure emplissant ses narines. Les premières entrées décrivaient une vie simple, des joies quotidiennes, des espoirs de jeunesse. Puis, le ton changea. Les mots devinrent plus sombres, plus urgents. Élise y décrivait une trahison, une injustice qui rongeait son âme. Elle parlait d'une fortune familiale, d'une promesse brisée et d'une jalousie dévorante. Les pages se succédaient, révélant peu à peu une histoire troublante de machinations et de mensonges. Le journal détaillait comment Élise avait été spoliée de son héritage par son propre frère, un homme que la communauté respectait, dont la réputation était sans tache. Il y avait des allusions à un accident, une chute fatale, mais les mots d'Élise suggéraient fortement que ce n'était pas un accident. Elle écrivait sur des conversations surprises, des documents falsifiés et une solitude profonde face à l'injustice. Chaque mot était imprégné d'une douleur lancinante, d'un sentiment d'impuissance. Clara lut à voix haute certains passages, sa voix tremblante d'émotion. Émile, penché sur son épaule, écoutait attentivement, son visage habituellement impassible se crispant. Le journal parlait d'un frère, Henri, dont la soif d'argent l'avait poussé à des actes odieux, allant jusqu'à manipuler les circonstances de la mort d'Élise pour masquer son crime. Le suspense montait à chaque ligne. Ce n'était plus une simple histoire de disparition, mais le début d'une révélation choquante, enfouie sous les strates du temps et du silence. Le passé n'était pas seulement murmurant, il était en train de crier. Le journal, ce fragile témoin du passé, entre les mains de Clara, devint une porte ouverte sur une tragédie oubliée. Chaque mot d'Élise résonnait dans le silence du cimetière, brisant la quiétude habituelle. Clara et Émile se mirent à décrypter les écritures pâlies, chaque page révélant un nouveau fragment de l'histoire. L'odeur du papier vieilli se mêlait à celle de la terre humide, créant une atmosphère lourde de secrets. Élise y racontait sa vie, ses espoirs brisés, et surtout, l'ombre grandissante de la trahison qui s'était abattue sur elle. Elle décrivait comment une fortune familiale, promise de génération en génération, avait été habilement détournée. Le coupable, selon ses écrits, n'était autre que son propre frère, Henri. Un homme charismatique, respecté de tous en apparence, mais dont l'ambition vorace avait éclipsé tout sentiment de fraternité. Le journal détaillait avec une précision douloureuse les manœuvres d'Henri. Des documents falsifiés, des conversations secrètes écoutées par hasard, des pressions exercées pour que les volontés paternelles soient ignorées. Élise, démunie et isolée, avait vu son héritage lui échapper, ses appels à l'aide restant lettre morte face à l'influence de son frère. Mais le plus troublant était l'insistance d'Élise sur le fait que sa mort imminente n'était pas un accident. Elle parlait de chute suspecte, de malaise inexpliqué et d'une peur constante. « Il a orchestré ma fin », lut Clara d'une voix étranglée, les yeux rivés sur les lignes tremblantes d'Élise. « Il a su manipuler les circonstances pour que ma mort semble naturelle. Personne ne me croira. » Émile, le front plissé, sentit une colère sourde monter en lui. Il avait toujours cru que le cimetière était un lieu de repos, non de mensonges éternels. Les descriptions d'Élise étaient si vives, si poignantes, qu'elles donnaient corps à son esprit tourmenté. Elle évoquait les petits objets qui lui étaient chers. Une broche en camée offerte par sa mère, une petite figurine d'oiseau reçue de son père,
un médaillon contenant une mèche de cheveux de son enfant disparu. Ces mêmes objets, ou du moins des descriptions similaires, correspondaient étrangement à ceux qui avaient disparu des tombes ces dernières semaines. « C'est pour ça qu'ils disparaissent », murmura Clara, la réalisation frappant son esprit. « Ce ne sont pas des vols aléatoires. Quelqu'un cherche à attirer l'attention sur cette histoire. Quelqu'un connaît la vérité et utilise ces objets comme des signaux. » Émile hocha la tête, une lueur de reconnaissance dans les yeux. « Henri, ce nom me dit quelque chose. Henri Beaumont, un homme d'affaires, très influent dans la région il y a quelques décennies. Sa famille possède encore de grandes propriétés ici, toujours considéré comme un pilier de la communauté, un philanthrope. Sa réputation était effectivement sans tache. » Le gardien se souvenait vaguement d'un homme élégant, au sourire affable, qui venait parfois au cimetière pour entretenir la grande tombe familiale, imposante et toujours fleurie. Il était impossible d'imaginer un tel homme capable d'une telle noirceur. Le journal révélait qu'Élise avait tenté de se défendre, de dénoncer son frère. Mais Henri était trop puissant, trop respecté. Ses plaintes avaient été balayées, considérées comme les divagations d'une femme fragilisée. La solitude d'Élise face à cette injustice était déchirante. Elle y exprimait son désespoir, sa conviction que la vérité ne serait jamais révélée. Cependant, dans les dernières pages, écrites d'une main plus ferme, presque avec une détermination nouvelle, Élise mentionnait un gardien secret. « Un gardien secret ?» répéta Clara, la voix emplie d'interrogations. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Il y avait quelqu'un, lut-elle, qui a vu, qui a entendu. Un témoin silencieux de la trahison. Il m'a promis qu'un jour, la vérité éclaterait. Il a juré de veiller sur ma mémoire et de faire en sorte que justice soit faite. » Cette révélation fit l'effet d'un choc. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de trahison familiale, mais d'une conspiration qui s'étendait sur des décennies, impliquant un complice, ou du moins un observateur actif. Le gardien secret n'était pas un concept abstrait, mais une personne bien réelle, ayant fait la promesse à Élise de ne pas laisser son histoire sombrer dans l'oubli. Et cette personne semblait désormais agir, utilisant les disparitions des objets comme un moyen de faire remonter à la surface cette vérité enfouie. Les disparitions n'étaient pas du vandalisme, mais une forme de communication. Un cri silencieux à travers le temps. Émile, les yeux rivés sur le journal, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Son passé de gardien de cimetière, parsemé d'anecdotes étranges et de légendes urbaines, prenait soudain une dimension nouvelle, plus sinistre et plus concrète. La réputation immaculée d'Henri Beaumont vacillait sous le poids des mots d'Élise. Le vieil homme, autrefois un fantôme souriant du passé, se transformait en un personnage sombre, dont les actions avaient des répercussions bien au-delà de sa propre vie. La lecture du journal avait transformé une simple curiosité en une quête de justice, une obligation morale pour Clara et Émile de faire éclater la vérité. Le cimetière, ce lieu de repos éternel, était devenu une scène de crime non résolue, attendant depuis des décennies que ses secrets soient enfin révélés au grand jour. Clara et Émile, armés du journal d'Élise, se sentaient investis d'une mission. Leurs regards se croisèrent, un mélange de détermination et d'appréhension y transparaissait. Il ne s'agissait plus de simple curiosité de gardien, mais d'une véritable quête de justice, un devoir envers la mémoire d'une femme trahie. Leurs pas les conduisirent d'abord vers les archives municipales, un bâtiment poussiéreux où le temps semblait s'être arrêté. Ils espéraient y trouver des traces du passé, des documents officiels qui pourraient corroborer les accusations d'Élise. La recherche fut fastidieuse. Des registres jaunis, des actes notariés rédigés dans une écriture gothique, des coupures de presse anciennes décrivant l'âge d'or d'Henri Beaumont. Chaque page tournée était un pas de plus dans un passé complexe, où les apparences étaient souvent trompeuses.
Ils découvrirent que la famille Beaumont possédait effectivement un empire immobilier et financier qui avait prospéré de manière spectaculaire peu de temps après le décès d'Élise. Cette coïncidence, à la lumière du journal, n'avait rien d'innocent. Clara, avec sa jeunesse et son énergie, s'immergeait dans les détails, tandis qu'Émile, avec son expérience et sa connaissance des rouages de la ville, pointait les anomalies, les non-dits. Ils apprirent que les descendants d'Henri Beaumont vivaient toujours dans l'opulence, leurs noms figurant en bonne place sur les listes des bienfaiteurs locaux, des personnalités influentes du conseil municipal. Leur villa somptueuse dominait les collines environnantes, témoignage silencieux d'une fortune bâtie sur des fondations potentiellement douteuses. La tension montait à mesure qu'ils déterraient les fragments de cette histoire oubliée. Chaque indice, chaque fait recoupé, renforçait leur conviction que le journal d'Élise disait vrai. Mais il leur fallait plus que des coïncidences. Il leur fallait des preuves irréfutables pour ébranler la réputation d'une famille aussi ancrée. Leurs investigations les menèrent ensuite à la rencontre des habitants les plus âgés de la ville, ceux qui avaient connu l'époque d'Henri Beaumont. Clara abordait les discussions avec une prudence calculée, posant des questions indirectes sur la famille Beaumont, sur les événements marquants de cette période. Mais elle se heurtait souvent à un mur de méfiance, voire d'hostilité. Henri Beaumont était une figure révérée, le symbole d'une prospérité qu'il avait apportée à la région. Sa mémoire était sacrée, et toute tentative de la ternir était perçue comme une insulte. Personne ne dira jamais rien de mal sur M. Beaumont, lui avait rétorqué une vieille dame aux yeux vifs, les mains noueuses. C'était un homme bon, un saint. Ceux qui disent le contraire ne savent pas ce qu'ils racontent. Cette loyauté, presque aveugle, était un obstacle de taille. Clara comprenait que la peur jouait un rôle important. Les Beaumont avaient toujours eu un pouvoir considérable, et remettre en question leur intégrité pouvait avoir des conséquences désagréables, même des décennies plus tard. Cependant, un vieil homme, Marius, ancien jardinier du domaine Beaumont, accepta de les recevoir. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il servit le thé, ses yeux bleus perdus dans de lointains souvenirs. Il parlait avec des pauses, des silences chargés de sens. Il se souvenait d'Élise, une jeune femme douce et cultivée, mais dont le visage portait toujours une mélancolie discrète. Il se souvenait aussi d'Henri, son frère, dont la politesse était toujours teintée d'une froideur calculée. Il y avait des rumeurs, murmura Marius, la voix à peine audible, des chuchotements. Mais personne n'osait les répéter à voix haute. On disait qu'Élise avait été malheureuse, très malheureuse, et que son frère, qu'il n'était pas l'homme qu'il prétendait être. Marius refusa d'en dire plus. La peur était palpable dans ses yeux. Il avait vu trop de choses, entendu trop de secrets pour oser les révéler ouvertement. Il avait survécu en gardant le silence, et il n'était pas prêt à briser ce pacte tacite avec le passé. Sa loyauté, ou peut-être sa peur, était plus forte que son désir de vérité. Pourtant, au moment de leur départ, alors qu'ils se levaient pour le remercier, Marius, d'un geste furtif, leur tendit une petite enveloppe jaunie. « Cherchez dans le vieux livre de prière, » dit-il, ses yeux implorants. Il y avait des choses. De retour au cimetière, le cœur battant, Clara et Émile ouvrirent l'enveloppe. À l'intérieur, une simple note manuscrite indiquait un emplacement précis dans le vieux livre de prière de l'Église, un livre qui, selon le journal d'Élise, était son seul réconfort. Ils se précipitèrent à l'église, un lieu qu'Élise avait fréquenté assidûment. Le vieux curé, habitué à voir Émile, ne s'étonna pas de leur présence. Ils trouvèrent le livre, usé par le temps, et les mains pieuses, et entre ses pages, nichée avec une discrétion presque parfaite, une lettre. Elle était anonyme, sans signature, mais l'écriture était fine et régulière, celle d'une personne instruite. La lettre confirmait, dans les moindres détails, la trahison d'Henri. Elle décrivait comment il avait falsifié des documents, manipulé des témoins,
et même orchestré une mise en scène pour faire croire à la culpabilité d'Élise, la faisant passer pour instable. Le sang de Clara se glaça en lisant les lignes, décrivant la douleur et l'impuissance d'Élise face à cette machination. La lettre mentionnait également que son auteur avait été témoin de certains des agissements d'Henri et avait tenté, en vain, d'aider Élise. Mais qui l'avait écrite? Et pourquoi n'avait-elle pas été rendue publique plus tôt? Le mystère s'épaississait et la quête de vérité prenait une tournure encore plus personnelle et dangereuse. La lettre était une preuve tangible, une voix du passé qui résonnait avec une force inattendue. La lettre anonyme, découverte au creux du vieux livre de prières, ne se contentait pas de confirmer la trahison d'Henri. Elle révélait une vérité encore plus déchirante, une vérité que ni Clara ni Émile n'auraient pu anticiper. Au-delà des détails sordides de la machination d'Henri, elle contenait un paragraphe final, écrit d'une main différente, plus tremblante, comme si les mots avaient été gravés dans la douleur. Ce paragraphe expliquait que le gardien secret, celui qui avait tenté d'aider Élise en vain, n'était autre que son fils, né peu de temps après l'emprisonnement de sa mère, et adopté dans le plus grand secret pour le protéger des manigances de la famille Beaumont. La révélation frappa Émile comme un coup de tonnerre. Ses mains lâchèrent la lettre, qui glissa sur le sol poussiéreux de l'église. Son visage, habituellement impassible, se décomposa, ses yeux se voilant d'une douleur insondable. Le fils d'Élise, le fils qu'il avait toujours cru mort-né, comme on le lui avait raconté. Mais non, il était vivant. Et ce n'était pas n'importe quel fils. La description physique, les quelques détails personnels glissés dans la lettre, tout pointait vers une personne qu'Émile connaissait intimement, qu'il avait côtoyé toute sa vie, sans jamais soupçonner ce lien fondamental. Le gardien secret, l'homme qui déplaçait les objets des tombes, cherchant désespérément à attirer l'attention sur l'injustice commise envers sa mère, était son propre frère, qu'il croyait disparu depuis des décennies. Le monde d'Émile bascula. Son frère, vivant, et tourmenté par une quête de vengeance qu'il avait lui-même, Émile, involontairement, aidé à alimenter. La culpabilité l'étreignit, une culpabilité sourde et lancinante. Il avait toujours senti un vide, une absence inexpliquée dans sa vie, une pièce manquante au puzzle familial. Maintenant, il comprenait. La lettre confirmait que, pour protéger l'héritage et la réputation de la famille Beaumont, Henri avait non seulement orchestré la chute d'Élise, mais avait également fait passer son enfant pour mort, le confiant secrètement à une famille lointaine, avec l'interdiction formelle de jamais révéler ses origines. Le but était de s'assurer qu'aucun héritier légitime d'Élise ne puisse jamais contester la fortune volée. Clara, voyant le désarroi d'Émile, ramassa la lettre et la lut à nouveau, les larmes montant à ses yeux. Elle comprenait l'ampleur du choc. Cette histoire, qui avait commencé comme une simple énigme de cimetière, prenait désormais des proportions shakespeariennes, mêlant trahison, amour perdu et une quête de justice qui avait traversé les générations. La lettre expliquait que le fils d'Élise, ayant découvert la vérité sur ses origines à l'âge adulte, avait consacré sa vie à venger sa mère. Il avait patiemment rassemblé des preuves, mais sans jamais oser affronter directement la puissante famille Beaumont. Ses actions au cimetière n'étaient qu'un cri silencieux, un appel à l'aide pour que quelqu'un, enfin, entende l'histoire de sa mère. Le motif de la vengeance était désormais d'une clarté aveuglante. Le fils d'Élise ne cherchait pas une réparation financière. Il voulait exposer la vérité, déshonorer le nom d'Henri et restaurer la dignité de sa mère. Il voulait que le monde sache la cruauté dont était capable l'homme, que tous vénéraient comme un bienfaiteur. Clara ressentit une profonde empathie pour cet homme. Elle se reconnaissait dans sa douleur, dans cette soif ardente de justice pour un être cher disparu, dans ce besoin viscéral de rétablir une vérité bafouée. Sa propre perte personnelle résonnait avec celle de ce fils qui avait été privé de sa mère et de son identité. Émile, après un long silence, brisé seulement par ses soupirs tremblants, se releva. Son regard avait changé. L'amertume
et la résignation qui l'habitait depuis des années avait cédé la place à une détermination farouche. Il devait retrouver son frère. Il devait l'aider à obtenir justice, non seulement pour Élise, mais aussi pour leur famille brisée. Il réalisa à quel point la manipulation d'Henri avait été profonde, réussissant à séparer des frères, à effacer des existences, tout cela pour une question d'argent et de pouvoir. La lettre contenait une dernière information cruciale, une révélation qui fit l'effet d'une déflagration. Le fils d'Élise, après des décennies de préparation silencieuse, avait planifié une action publique pour révéler la vérité. Il avait choisi un moment symbolique, une cérémonie commémorative annuelle en l'honneur d'Henri, organisée par la ville et la famille Beaumont elle-même. Cet événement, où la haute société locale et les descendants d'Henri seraient réunis pour célébrer sa mémoire, serait le théâtre de sa vengeance. Il voulait que la vérité éclate au grand jour, devant tous ceux qui avaient idolâtré l'homme qu'il considérait comme un criminel. Clara et Émile se regardèrent, une même pensée traversant leurs esprits. Le temps pressait. La cérémonie n'était que dans quelques jours. Ils devaient agir vite, non pas pour empêcher la vérité d'éclater, mais pour s'assurer que cette révélation se fasse de la manière la plus juste et la plus sûre possible. Émile savait que son frère, aveuglé par des années de douleur et de rancœur, pourrait commettre des erreurs irréparables. Il devait le trouver, le confronter, et ensemble, ils devaient s'assurer que la mémoire d'Élise soit enfin honorée et que la justice, même tardive, triomphe. La lettre, ce fragment de papier jauni, était devenue bien plus qu'une preuve. Elle était la clé d'un passé douloureux, le déclencheur d'une confrontation inévitable. Le cimetière, avec ses tombes silencieuses et ses histoires enfouies, avait enfin révélé son plus grand secret, et ce secret était sur le point de fendre le voile du temps pour exposer une vérité qui allait ébranler les fondations de toute une ville. La quête de justice de Clara et Émile n'était plus une simple enquête. C'était une mission personnelle, une rédemption pour une famille brisée et une promesse faite aux morts. Le poids de la vengeance était lourd, mais la soif de vérité l'était encore plus. La scène était prête pour le dénouement. Le jour de la cérémonie commémorative, une atmosphère lourde et électrique planait sur la place principale de la ville. Les drapeaux étaient hissés, les fleurs ornées, et une estrade temporaire avait été érigée, prête à accueillir les dignitaires locaux et la famille Beaumont. Les descendants d'Henri, dont la posture était empreinte d'une fierté ancestrale, se tenaient au premier rang, inconscients du drame qui se préparait. Le soleil, habituellement généreux, semblait ce jour-là hésiter à percer la fine couche de nuages, comme s'il pressentait l'ombre qui allait s'abattre sur la célébration. Une foule nombreuse s'était rassemblée, curieuse de ce rituel annuel, mais aussi avide de l'ambiance sociale qu'il engendrait. Des murmures couraient, çà et là, des rires étouffés, des salutations polies, tout un décor de normalité qui allait bientôt être balayé. Au milieu de cette foule, se déplaçait une silhouette discrète, un homme aux traits marqués par le temps et la souffrance, mais dont les yeux brillaient d'une détermination farouche. C'était le fils d'Élise, le frère d'Émile, déguisé sous un chapeau à large bord et un manteau sombre qui dissimulait sa stature. Son cœur battait la chamade, un mélange d'appréhension et d'excitation vengeresse. Il avait attendu ce moment toute sa vie, peaufinant son plan, collectant les preuves, nourrissant sa rancune. Chaque pas le rapprochait de l'instant où la vérité, enfin, éclaterait. Il se fondait dans la masse, observant les visages des Beaumont, des personnes dont l'opulence était bâtie sur le mensonge et la trahison de son sang. Émile et Clara, quant à eux, se tenaient en retrait, observant la scène avec une anxiété palpable. Ils avaient tenté, en vain, de retrouver le fils d'Élise avant la cérémonie. Leurs recherches avaient été infructueuses, comme si l'homme s'était évaporé dans la nature, ne laissant derrière lui que les indices de son plan. Émile redoutait l'irréparable. Il connaissait la douleur de son frère, mais il craignait que la vengeance ne le consume entièrement, le poussant à des actes qu'il regretterait. Clara, elle, comprenait la soif de justice,
mais elle aussi percevait le danger d'une confrontation publique, d'un déchaînement d'émotions incontrôlées qui pourrait tourner au chaos. Il cherchait désespérément à l'apercevoir dans la foule, à l'intercepter avant qu'il ne soit trop tard, avant que les mots ne soient prononcés, et que le passé ne revienne hanter le présent de manière irréversible. Alors que les discours commençaient, des souvenirs intenses et douloureux traversèrent l'esprit d'Émile, comme des éclairs. Il revoyait Élise, sa sœur, jeune, pleine de vie, son rire cristallin résonnant encore à ses oreilles. Puis, l'image se brouillait, laissant place à une scène plus sombre. Élise, pâle, le regard éteint, confrontant Henri. Les mots étaient indistincts, mais la violence de l'échange était palpable. La trahison, la froideur dans les yeux d'Henri, le désespoir sur le visage d'Élise. Émile se souvenait de la fragilité de sa sœur, de sa confiance aveugle en son frère, une confiance brutalement brisée. Il revoyait les derniers jours d'Élise, sa solitude, son sentiment d'abandon, le poids de la trahison qui l'avait écrasé bien avant que la mort ne la prenne. Ces flashs, comme des coups de poignard, renforçaient sa conviction que la vérité devait être dite, mais que la manière importait. Le maire acheva son éloge dithyrambique d'Henri Beaumont, louant sa générosité, sa vision, son rôle dans le développement de la ville. Les applaudissements fusèrent, mais furent soudainement interrompus par une voix forte, claire, qui s'éleva du milieu de la foule. C'était le fils d'Élise. Il s'avança, le chapeau retiré, révélant un visage que certains des plus anciens habitants purent reconnaître, ou du moins y déceler une étrange familiarité. Le brouhaha cessa, les regards se tournèrent vers lui, interloqués. « Citoyen de cette ville !» commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion mais portée par une force intérieure inébranlable. « Vous célébrez aujourd'hui un homme que l'histoire officielle a dépeint comme un héros, mais l'histoire, mes amis, n'est pas toujours écrite avec la vérité. » Les murmures reprirent, plus intenses. Des regards interrogateurs se posèrent sur la famille Beaumont, dont les visages passaient de la surprise à l'indignation. Le fils d'Élise ne leur laissa pas le temps de réagir. Il sortit de sa veste le journal jauni d'Élise et la lettre anonyme que Clara et Émile avaient trouvée. Il y a des décennies, une jeune femme nommée Élise a été trahie, spoliée de son héritage et abandonnée à son triste sort par son propre frère, Henri Beaumont. Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre. Ce journal, écrit de sa main, et cette lettre témoignent de la cruauté d'un homme que vous vénérez. Il commença à lire des extraits, les passages les plus accablants, décrivant la manipulation, le vol, la détresse d'Élise. La foule était pétrifiée. Un silence glacial s'était abattu sur la place. Les visages des Beaumont se figeaient, la consternation et la rage se lisant dans leurs yeux. Un tumulte commençait à monter, des exclamations d'incrédulité, de choc. Soudain, un homme, visiblement le patriarche de la famille Beaumont, un descendant direct d'Henri, se leva de son siège au premier rang, le visage écarlate de fureur. Il se précipita vers l'estrade, bousculant les personnes sur son passage. « Ce n'est qu'un fou, un imposteur, faites-le taire !» cria-t-il, s'efforçant d'atteindre le fils d'Élise, les mains tendues pour le saisir. Le chaos éclata. Des cris fusèrent, des bousculades commencèrent. La célébration s'était transformée en un véritable pugilat, la vérité, longtemps enfouie, explosant au grand jour avec une violence inattendue. Le fils d'Élise, malgré l'agression, tenait fermement les documents, son regard défiant, prêt à se battre pour que chaque mot soit entendu. Le climax était atteint. Le souffle du passé avait enfin balayé le vernis du présent. Au milieu du tumulte grandissant, alors que le descendant d'Henri s'apprêtait à agresser physiquement le fils d'Élise, une silhouette familière s'interposa avec une détermination inattendue. C'était Émile, le gardien vétéran, dont le visage habituellement impassible affichait désormais une fureur contenue. D'un geste ferme, il repoussa le descendant d'Henri,
dont la surprise le laissa momentanément déséquilibré. « Arrêtez !» tonna Émile, sa voix résonnant avec une autorité que personne ne lui connaissait jusqu'alors. « Cet homme dit la vérité !» Tous les regards se tournèrent vers Émile. Sa présence, son intervention inattendue, ajoutait une couche d'incrédulité à la scène déjà surréaliste. Le fils d'Élise, bien que secoué, leva un regard reconnaissant vers le vieil homme. Émile, prenant une profonde inspiration, se tourna vers la foule, son regard balayant les visages choqués, curieux ou indignés. « J'ai travaillé dans ce cimetière pendant des décennies, » commença-t-il, sa voix plus posée mais toujours pleine de gravité. « J'ai vu passer des générations, j'ai enterré des secrets, et aujourd'hui, un de ces secrets est enfin révélé. Ce jeune homme, il est le fils d'Élise, et je peux confirmer chaque mot qu'il a prononcé. J'ai été témoin, de loin, de l'injustice qui a été faite à sa mère. » Les paroles d'Émile furent comme un coup de massue. La foule qui oscillait entre le doute et la colère fut soudainement frappée d'une certitude glaçante. Émile, figure respectée et silencieuse de la communauté, n'était pas homme à prononcer de telles accusations à la légère. Son témoignage, étayé par la lecture des extraits du journal d'Élise et de la lettre anonyme, parachevait l'œuvre de destruction de la légende d'Henri Beaumont. Le scandale éclata avec une force inouïe. Les murmures se transformèrent en exclamations, les exclamations en débats houleux. La réputation immaculée d'Henri Beaumont, bâtie sur des décennies de mensonges et de dissimulation, s'effondra en quelques minutes. Les descendants Beaumont, jusqu'alors drapés dans leur arrogance et leur dignité, furent la cible des regards accusateurs, des chuchotements méprisants. Le patriarche, celui qui avait tenté d'agresser le fils d'Élise, recula, le visage blême, incapable de soutenir la déferlante de haine et de déception qui se lisait dans les yeux de ses concitoyens. Leur humiliation était palpable, une tache indélébile sur leur nom. Le fils d'Élise, désormais au centre de l'attention, ressentit un mélange étrange et contradictoire d'émotions. La vengeance était accomplie. La vérité était éclatée, le nom de sa mère réhabilité. La justice, d'une certaine manière, avait triomphé. Mais la joie n'était pas au rendez-vous. À la place, une profonde tristesse l'envahissait. La douleur de la perte de sa mère, de son enfance volée, de toutes ces années passées dans l'ombre, ne s'était pas dissipée. La vengeance ne ramenait pas les morts, elle ne comblait pas le vide. C'est à ce moment que Clara s'approcha de lui, posant une main douce sur son bras. Son regard, empreint d'une compassion sincère, rencontrait le sien. Elle avait compris. Elle avait elle-même connu la douleur de la perte, le désir de comprendre, de trouver un sens. « La vérité est libératrice », dit-elle à voix basse. « Mais elle ne guérit pas toutes les blessures. La justice ne ramène pas les morts, mais elle honore leur mémoire. » Le fils d'Élise hocha lentement la tête, les yeux embués. Les paroles de Clara résonnaient en lui, offrant une perspective nouvelle sur sa quête. Il avait poursuivi la vengeance, mais il avait trouvé la rédemption, non pas dans la souffrance des autres, mais dans la reconnaissance de la vérité. Les jours qui suivirent furent une tempête médiatique pour la petite ville. L'histoire d'Élise, d'Henri Beaumont et du fils cherchant la justice fit la une des journaux. Les archives furent rouvertes, les témoignages recueillis, et la manipulation d'Henri Beaumont fut exposée au grand jour. Les descendants Beaumont furent contraints de faire face à la vérité accablante. Leur fortune, bien que légalement acquise au fil des générations, portait désormais le stigmate d'une trahison originelle. Certains tentèrent de nier, d'autres de minimiser, mais l'évidence était trop forte. Ils durent finalement s'incliner sous le poids de l'opinion publique et de la preuve irréfutable. Pour la première fois, ils durent confronter les conséquences des actions de leurs ancêtres, une tâche douloureuse et humiliante. Leurs privilèges, leur position sociale, tout semblait maintenant entaché. La vérité avait éclaté, déchirant le voile des apparences et révélant les fondations corrompues de leur héritage.
Ils n'étaient plus les dignes descendants d'un héros, mais les héritiers d'un passé entaché de fraude et de cruauté. La question persistait, lourde de sens. La vérité avait-elle vraiment libéré tout le monde, ou avait-elle simplement déplacé la douleur? Pour le fils d'Élise, il y avait un apaisement, mais aussi une mélancolie persistante. Pour les descendants Beaumont, la libération était loin, remplacée par la honte et le fardeau d'un passé qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Quant à Émile et Clara, ils avaient été les instruments de cette révélation, des gardiens de la mémoire qui avaient permis à la justice de s'exprimer. Ils avaient vu la vérité triompher, mais ils avaient aussi compris que la vérité, si elle est essentielle, ne pense pas toutes les plaies. Elle ouvre simplement la voie à un autre type de guérison. Une guérison qui prendrait du temps et qui exigerait une acceptation profonde des complexités de l'existence humaine. Le cimetière, témoin silencieux, avait vu naître et mourir bien des secrets, mais celui-ci, enfin révélé, allait changer le cours des vies, laissant un écho durable dans le silence des pierres tombales. Quelques mois s'écoulèrent, portant avec eux les dernières résonances du scandale qui avait secoué la petite ville. Le cimetière, jadis théâtre d'un drame silencieux et d'une révélation fracassante, avait retrouvé une quiétude nouvelle, non pas celle de l'ignorance, mais celle de la vérité acceptée. La communauté, après le choc et l'indignation, avait commencé à panser ses plaies, à réécrire son histoire collective avec les nouvelles informations, plus justes, plus humaines. Les statues d'Henri Beaumont, autrefois symboles d'honneur, étaient désormais observées avec un mélange de curiosité et de pitié, leur passé glorieux entaché à jamais par la tache de la trahison. Le fils d'Élise, dont l'identité avait été protégée par la discrétion d'Émile et de Clara et par un accord tacite avec les médias nationaux, retrouvait peu à peu une forme de paix. La fureur qui l'avait animé pendant des décennies, le désir ardent de justice, s'était mué en une sérénité inattendue. Il visitait désormais la tombe de sa mère, non plus avec l'amertume dévorante de l'injustice, mais avec une tendresse apaisée. Il y déposait des fleurs fraîches, murmurant parfois quelques mots, partageant avec elle le dénouement de cette longue quête. La vengeance, il l'avait comprise, ne pouvait ramener le passé, mais la vérité, elle, avait offert un chemin vers la réconciliation, non pas avec Henri, mais avec son propre cœur. Il avait honoré la mémoire de sa mère, et cela suffisait. Il avait trouvé sa place, non plus comme l'ombre d'un passé oublié, mais comme l'artisan d'une justice tardive, un homme libéré du poids de son secret familial. Émile, le vieux gardien, avait lui aussi connu une transformation. Le cynisme qui avait longtemps teinté ses paroles et son regard s'était estompé, remplacé par une sagesse empreinte d'une nouvelle sérénité. Il partageait désormais les histoires du cimetière avec Clara, non plus comme des anecdotes morbides ou des avertissements, mais comme des leçons de vie, des récits de résilience et de l'inéluctable complexité de l'âme humaine. Il lui racontait les vies des défunts avec une profondeur nouvelle, éclairée par la révélation qu'ils avaient orchestrée ensemble. Il la guidait à travers les allées, pointant du doigt une tombe, puis une autre, et chaque pierre tombale devenait une page d'un livre ouvert, riche en émotions et en destins entrelacés. Il avait compris que son rôle n'était pas seulement de surveiller les morts, mais de veiller sur leur mémoire, de s'assurer que leurs histoires, même les plus sombres, ne soient pas oubliées. Il avait trouvé un sens renouvelé à son existence, une mission qui le dépassait et le remplissait d'une dignité nouvelle. Quant à Clara, la jeune recrue idéaliste, elle avait mûri avec une rapidité impressionnante. La perte personnelle qui l'avait poussée vers le cimetière, cherchant un refuge ou une réponse, avait trouvé une forme de résolution dans cette aventure inattendue. Elle avait trouvé un nouveau sens à sa vie, non pas dans l'oubli de sa propre douleur, mais dans la compréhension profonde de l'importance de la vérité et de la connexion humaine. Elle avait appris que la vie, même dans la mort, est une tapisserie complexe de joies et de peines, de trahison et de rédemption.
Le cimetière n'était plus un lieu d'isolement pour elle, mais un pont entre les mondes, un espace où les vivants pouvaient apprendre des morts, où le passé éclairait le présent. Elle avait compris que son travail, bien loin d'être macabre, était essentiel. Maintenir le lien, honorer la mémoire, et parfois, comme elle l'avait fait avec Émile, aider la vérité à émerger de l'ombre. Elle était devenue une gardienne non seulement des lieux, mais aussi des histoires, une passeuse d'âmes et de récits, une femme forte et ancrée, capable de faire face aux mystères de l'existence. Le cimetière lui-même avait évolué. Il était redevenu un lieu de repos, certes, mais aussi de mémoire et de réconciliation. Les visiteurs venaient désormais avec une conscience accrue des histoires qui l'abritaient. Les tombes n'étaient plus de simples marqueurs, mais des points d'ancrage pour la réflexion, des rappels que chaque vie contenait son propre univers de secrets et de sagesse. Le vent soufflait à travers les arbres centenaires, emportant les murmures du passé, mais laissant derrière lui l'écho d'une vérité qui avait, enfin, trouvé sa voie. Le message final résonnait dans le silence des pierres tombales. Un message intemporel et universel. Les secrets des morts, même les plus enfouis, peuvent révéler des vérités essentielles pour les vivants. Ils offrent une chance de rédemption, de guérison et finalement de paix. Le cimetière, ce gardien silencieux de tant d'existence, avait prouvé qu'il était bien plus qu'un simple lieu de dernier repos. Il était un sanctuaire de la mémoire, un lieu où les histoires ne meurent jamais tout à fait, et où la lumière de la vérité, même des décennies plus tard, finit toujours par percer l'obscurité. Émile et Clara, côte à côte, continuaient leur ronde, veillant sur ce royaume des ombres, sachant que chaque tombe recelait un enseignement, chaque silence une histoire qui attendait d'être entendue. Et dans le crépuscule apaisant, le cimetière respirait, un lieu de vie éternelle, où l'écho du passé continuait de résonner, porteur d'espoir et de sagesse pour ceux qui savaient l'écouter. La boucle était bouclée, mais le cycle de la vie et de la mort, de la vérité et du secret, continuerait à se dérouler, éternellement.